Bonsoir. Il y a un an, tout allait bien en Tunisie. D'ailleurs, quelques mois plus tôt, le 18 novembre 2008, le directeur général du Fonds monétaire international, un certain Dominique Strauss-Kahn, se rendait en visite à Carthage. Pourquoi faire? Pour recevoir des mains du président tunisien Ben Ali les insignes de grand officier de l'ordre de la République. À quel titre? Je cite, en considération pour ses qualités intellectuelles et ses contributions au renforcement du développement économique à l'échelle mondiale, à la prise en compte des aspirations des peuples, à la stabilité, la paix et la prospérité. La prise en compte des aspirations des peuples, c'est la meilleure définition imaginable de ce que fait le FMI. La stabilité et la prospérité, il fallait ne pas manquer non plus d'audace pour employer ces termes en novembre 2008, c'est-à-dire 2 mois après la faillite de Lehman Brothers. Mais Ben Ali ne manquait pas d'audace, Dominique Strauss-Kahn non plus. En réponse au président tunisien, le directeur général socialiste du FMI avait vanté les mérites du modèle économique de son hôte. Je cite, « L'économie tunisienne va bien, la politique économique qui est conduite est saine, et je pense que c'est un bon exemple à suivre pour les pays émergents. Le jugement que le FMI porte sur la Tunisie est très positif. » Fin de citation. Bref, tout allait bien, le monde était stable et prospère, expliquait Ben Ali, la Tunisie représentait un exemple à suivre, répondait Strauss-Kahn. Et puis, cette félicité des puissants a mal tourné. Le 17 décembre 2010, il y a donc un peu moins d'1 an, Mohamed Bouazizi s'immolait par le feu devant le bâtiment administratif de Sidi Bouzid, à 200 km environ de Carthage, la ville prospère et balnéaire, où tout allait bien, selon le FMI. Depuis moins d'1 an, l'irruption d'acteurs inattendus, chômeurs, diplômés, vendeurs de fruits et légumes, classe moyenne en voie de déclassement, a bousculé le balai des puissants. Des mouvements se réclamant du soulèvement tunisien, puis du printemps arabe, ont déjà provoqué la chute des régimes autoritaires tunisiens, égyptiens, libyens, et ils font vaciller ceux de Syrie, du Yémen, du Maroc, de Bahreïn, d'Algérie. Ailleurs, en Espagne, en Grèce, aux États-Unis, en Israël, au Chili, au Canada, au total dans plus de 900 villes de 80 pays, parfois avec une ampleur modeste, on observe à la fois des révoltes spontanées, une désaffection envers les principaux partis, jugés co-responsables de l'impasse, et une indignation sans direction, mais pas sans intelligence de la situation. Ces mouvements, avouons-le, n'ont pas grand-chose en commun. Je les traite ensemble parce que c'est l'exercice de style auquel on m'a astreint et auquel j'ai consenti. Ceci dit, ce n'est ni vous ni moi qui avons évoqué à New York le précédent de la place Tahrir du Caire, ce sont les militants de Wall Street, d'Occupy Wall Street eux-mêmes. Il n'en demeure pas moins que ces mouvements diffèrent. Le soulèvement contre Kadhafi ou contre Assad réclame avant tout la chute d'un régime dictatorial. Les indignés de Madrid ou les manifestants de Washington n'exigent ni la fin d'un parti unique, ni celle d'une dictature. Et ils ne croient pas trop aux élections libres, contrairement aux Tunisiens qui viennent de voter en masse. Ce qui les réunit néanmoins, c'est qu'ils s'inspirent un peu les uns des autres, comme pendant le printemps des peuples de 1848, comme pendant la chute des dictatures militaires en Amérique latine, dans la dernière décennie du siècle dernier. Là, c'est un peu pareil, c'est David, désarmé mais motivé, qui veut que Goliath dégage. C'est une foule qui rejette les formes d'expression politique qu'elle a connues ou subies, dans certains cas, dictature policière ou militaire et élections truquées,
Dans d'autres, démocratie pluraliste où le pareil succède au même pour pratiquer la même politique, c'est-à-dire celle que réclament, qui exigent les marchés financiers et les agences de notation. Le 14 janvier, le régime tunisien de Ben Ali tombe. 5 jours plus tard, l'agence de notation Moody's dégrade la note tunisienne en prétextant, je cite, « l'instabilité du pays due au récent changement inattendu du régime ». Fin de citation de l'agence Moody's qui avait l'air enchantée que la dictature se soit achevée en Tunisie. Même absence d'allégresse au Caire, à Alger, à Tripoli, à Pékin et dans les chancelleries occidentales face au soulèvement tunisien. Vous vous souvenez sans doute que la France avait, elle, proposé son aide au service de répression tunisien. Musulmanes, laïques ou chrétiennes, les oligarchies au pouvoir se sont d'abord montrées solidaires les unes des autres. Ben Ali se proclamait par exemple pilier de la laïcité et du droit des femmes contre les intégristes. Il présidait un parti membre de l'Internationale socialiste. Où ce grand laïc féministe et socialiste a-t-il trouvé refuge? En Arabie Saoudite. Depuis le printemps tunisien, un cycle s'est ouvert. Il est marqué par la prise de parole des peuples, laquelle ne va pas dans une direction précise. Mais toutes ces manifestations contradictoires ont en commun de refuser de se satisfaire plus longtemps de l'ordre actuel. Ordre économique, mais aussi ordre politique. Ces manifestations refusent un système malade qui remet en cause 3 valeurs fondamentales des sociétés démocratiques: l'égalité, la démocratie politique, la souveraineté populaire. Et c'est sur ces 3 valeurs que j'aimerais m'arrêter un instant. Première de ces valeurs, la question de l'égalité. Bien des détonateurs de l'explosion tunisienne se retrouvent ailleurs dans le monde, et en particulier ceux-ci: une croissance inégalitaire, un chômage élevé, une jeunesse instruite et sans débouchés, des bourgeoisies parasites qui vivent comme des touristes dans leur propre pays. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce ceci: les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Les distinctions sociales ont toujours été fondées sur autre chose que l'utilité commune. Le lieu où l'on vit, les parents qu'on a, l'éducation qu'on a pu se payer. Mais il y a un siècle, Alexis de Tocqueville expliquait que les Américains acceptaient un niveau d'inégalité plus important que les Européens parce qu'ils avaient obtenu que la mobilité sociale soit plus forte chez eux que sur le vieux continent. Déhaillons à la fortune. Tel était le mythe fondateur qui a été repris et qui ne cesse de l'être. From rags to riches, en anglais. Ce fut John Rockefeller, petit comptable à Cleveland, métamorphosé à 31 ans en patron du pétrole le plus puissant du monde. Ce fut Sam Walton, de Walmart, qui transforma une PME de l'Arkansas en multinationale de la distribution. Enfin, ce fut Steve Jobs, quittant l'université sans diplôme pour fonder dans son garage une société, Apple, qui rendit le jeune Californien milliardaire à l'orée de son 30e anniversaire. Tout cela est vrai, mais tout cela n'a jamais été très vrai, au-delà de quelques exceptions follement médiatisées. Reste que ce mythe a été puissant, et le reste un peu. En 1988, lors d'une campagne présidentielle à la recherche d'un argument massu contre son adversaire, le président George Bush, le père de l'autre, avait fustigé son adversaire démocrate, Michael Dukakis, un technocrate parfaitement inoffensif, en disant de lui, je cite, « Il veut nous diviser en classes, ça c'est bon pour l'Europe, mais ce n'est pas l'Amérique. » Fin de citation. Des classes aux États-Unis, on mesure l'horreur d'une telle accusation. Aujourd'hui, cependant, le mythe de la mobilité sociale a largement vécu. Aux États-Unis aussi. Et il a été remplacé par la crainte du déclassement. Un ouvrier
n'a pour ainsi dire plus aucune chance de devenir patron ou responsable politique. En France, les grandes écoles sont encore plus fermées aux catégories populaires que quand Pierre Bourdieu rédigeait La noblesse d'État ou Les héritiers. Même chose dans les grandes universités de presque tous les pays. Aux États-Unis, le patron d'une grande entreprise gagnait l'année dernière 343 fois plus qu'un ouvrier moyen, 11 400 000 $ dans son cas, 33 190 $ pour l'ouvrier. En 1980, l'écart allait de 1 à 42. Et en 1980, les États-Unis n'étaient pas socialistes. Que s'est-il passé? Depuis 30 ans, l'ouverture commerciale, le libre-échange et la désindexation des salaires sur l'inflation ont pesé sur le niveau des rémunérations du travail. Au moment donc où la concurrence internationale interdisait, entre guillemets, de maintenir le pouvoir d'achat des rémunérations salariales, la baisse des impôts, elle, profitait de manière très importante aux revenus du capital. Aux États-Unis, le taux maximum d'imposition des revenus des particuliers est passé de 91% dans les années 60, et les États-Unis n'étaient pas socialistes, à 70% en 1981, quand Ronald Reagan est entré à la Maison-Blanche, pour tomber à 28% en 1989, quand Ronald Reagan a quitté la Maison-Blanche. À l'heure actuelle, Warren Buffett lui-même nous signale que son taux d'imposition de l'année dernière, 17,4%, correspondait à moins de la moitié du taux de 36% acquitté par sa secrétaire et par ses 19 employés. La baisse des impôts directs et l'élargissement des niches fiscales ont pesé sur la capacité de l'État à financer ses priorités, les politiques sociales, l'éducation, la recherche. Les particuliers et les collectivités publiques, dont l'État, ont réagi de la même manière à l'amputation de leurs moyens. Ils ont eu recours à l'endettement. C'est-à-dire qu'ils ont eu recours à l'enchaînement au marché financier. Car cet enchaînement au marché financier est une des grandes tendances de notre époque. D'elle découle à la fois la croissance des inégalités, la perte de substance démocratique, la mise en cause de la souveraineté des États. Depuis une trentaine d'années, en effet, l'emprise du capitalisme financier n'a cessé de s'accroître pour les populations. Leur retraite était garantie. On leur dit à présent qu'il faut qu'ils investissent pendant qu'ils travaillent et qu'ils travaillent toujours plus longtemps pour s'assurer qu'ils ne vivront pas leur retraite dans la misère. En cas de maladie, les dépenses de santé qui explosent sont de moins en moins couvertes par la solidarité nationale ou par l'employeur. Les études supérieures, qui étaient gratuites ou bon marché, obligent à présent les étudiants à souscrire des prêts s'ils veulent régler des frais de scolarité exorbitants. Enfin, la politique du logement social a été sacrifiée au profit de celle d'accession à la propriété grâce à des emprunts souscrits auprès des banques. Dans chacun de ces cas, vieillesse, maladie, études, fiscalité, logement, les marchés financiers sont à la manœuvre. On a livré aux marchés financiers des portions toujours plus alléchantes des existences des populations. Que la valeur des sommes investies par les fonds de pension s'écroule et des années de retraite seront beaucoup plus rudes. Que la compagnie d'assurance relève les montants de ses primes et la maladie deviendra hors de prix. Les pauvres cesseront de se soigner, ce qu'on observe déjà. Que les taux d'intérêt réclamés par les banques augmentent et les étudiants ne pourront jamais rembourser leurs dettes, surtout avec des salaires dont le niveau baisse, à cause, leur dit-on, de la concurrence qui oblige à réduire le coût du travail. Que le marché de l'immobilier devienne plus spéculatif, c'est-à-dire que le logement fonctionne comme une banque, on achète non pas pour habiter quelque part, mais pour revendre plus cher, et deux conséquences en découlent alternativement. Soit la hausse des prix, qui provoque un effet de richesse artificielle, ce sentiment qu'on est plus riche parce que le prix de la maison qu'on occupe ou qu'on habite a augmenté, soit l'écroulement des cours de l'immobilier
qui entraîne la ruine et l'expulsion éventuelle du propriétaire qui se sera endetté pour posséder son logement et qui découvrira que sa dette est supérieure à son actif. L'Europe et l'Amérique viennent de connaître l'un et l'autre effet à la fois, effet de richesse d'abord, puis plus tard la visite des huissiers. Simultanément, les États qui faisaient autrefois financer leur déficit par les banques centrales se sont endettés eux aussi auprès des marchés financiers. Le capitalisme financier est donc devenu, sans qu'on le mesure, le cœur de nos existences. On nous a rendus otages de la finance. La finance est devenue too big to fail. On ne peut plus la laisser faire faillite sans prendre des risques relatifs à notre retraite, qui autrefois était largement garantie par l'État et par la solidarité entre générations, relatifs à notre santé, qui était autrefois gratuite, relatifs à notre logement, à notre éducation, et plus généralement, on ne peut pas la laisser faire faillite sans faire prendre d'énormes risques à l'ensemble de l'économie. Ce n'est donc pas uniquement par sens politique que les jeunes Américains s'en prennent à Wall Street. Aujourd'hui, chaque étudiant en premier cycle aux États-Unis a en moyenne emprunté 4 963 $ l'année dernière, soit 63% de plus qu'il y a 10 ans en valeur réelle, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation. Et un de ces étudiants expliquait récemment, je le cite, « Je dois 75 000 $. Bientôt, je serai incapable de rembourser mes échéances. Mon père s'étant porté caution pour moi, il va devoir rembourser ma dette. Lui aussi va faire faillite. J'aurai donc ruiné ma famille parce que j'ai voulu m'élever au-dessus de ma classe. » Fin de citation. En somme, ce jeune étudiant avait voulu vivre le rêve américain des haillons à la fortune et, à cause de lui, sa famille va accomplir le chemin inverse. Il y a donc quelque chose de commun entre Mohamed Bouazizi et cet étudiant. Des promesses de prospérité non tenues, une société bouchée, à l'heure actuelle un jeune espagnol sur 2 est au chômage, un avenir qu'ils appréhendent à juste titre, puisque tout est fait pour favoriser les 1% les plus riches, qui aux États-Unis possèdent déjà 40% de la richesse nationale. Une telle situation n'est pas le produit d'une fatalité ou d'une erreur de calcul. Tout cela résulte d'un choix politique et d'un choix de classe. Revenons un instant à la crise des subprimes, qui a été produite par une politique d'encouragement à la dette immobilière. Quels ont été les éléments clés de cette politique? D'une part, la baisse du pouvoir d'achat. Incapables d'économiser pour acheter leur maison, les Américains ou les Espagnols s'endettent. Ils s'endettent en espérant qu'une fois qu'ils seront propriétaires et que la valeur de leur résidence s'accroissant, ils pourront rembourser plus facilement. Cette explication-là, on la connaît. L'autre explication, on la connaît moins. Elle est plus directement politique, idéologique même. Alan Greenspan, qui fut pendant près de 20 ans, de 1987 à 2006, président de la Réserve fédérale, nommé par Reagan, puis confirmé par Clinton et par Bush, a expliqué dans un livre récent pourquoi il avait favorisé les prêts immobiliers et donc la bulle des subprimes qui a conduit à la catastrophe que nous connaissons. Dans ses mémoires publiés en 2007, c'est-à-dire juste après le déclenchement de la crise des subprimes, Alan Greenspan écrit, je le cite, « Je me rendais bien compte que l'assouplissement du crédit hypothécaire accroissait le risque financier et que l'accession à la propriété immobilière grâce à des prêts subventionnés déformait les verdicts du marché. Mais j'ai également estimé, et j'estime toujours, que l'augmentation du nombre de propriétaires renforçait le soutien au capitalisme de marché. J'estimais donc, et continue de le faire, que l'élargissement de la propriété immobilière individuelle valait bien l'accroissement du risque.